Eux, ils ont décidé de dire stop, on arrête tout, on fait l'IA maison. Il y a une machine qui est là, j'ose pas trop y toucher. Et quels sont ces usages-là? J'entends souvent dire l'IA, c'est pour les informaticiens, c'est pour les techniciens, c'est pour la DSI, alors que pas du tout. En fait, si vous savez parler, vous savez écrire, vous savez prompter. Bienvenue sur le podcast de SAM, les solutions avancées pour managers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre ami Samuel Dumas qui va nous parler de l'intelligence artificielle pour managers. Cher Samuel, je te laisse te présenter donc de la manière dont tu le souhaites et nous expliquer pourquoi tu as choisi de venir introduire cette compétence IA. Alors, je m'appelle Samuel Dumas, j'ai 45 ans, je dirige une agence conseil où on intègre l'intelligence artificielle dans les entreprises avec des problématiques métiers sur mesure. En quoi, à ton sens, c'est une compétence fondamentale aujourd'hui? C'est presque... la réponse est presque dans la question, mais selon toi, vraiment, pourquoi les managers devraient s'y pencher maintenant et pas dans 6 mois? En fait, on vit un bouleversement de société comme l'arrivée de l'électricité à l'ère de la bougie ou l'arrivée de l'automobile à l'ère du cheval ou même l'arrivée d'Internet plus récemment. C'est des changements qui accélèrent encore plus notre civilisation avec Photoshop pour le designer aussi, donc des outils qui arrivent dans leur quotidien et on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien et c'est des technologies qui vont rentrer, on dit c'est la révolution des cols blancs par rapport au col bleu, où c'était l'automatisation, les machines-outils, etc. Donc on rentre dans le côté des services. Notre entreprise servicielle, la société de services dans laquelle on est en France, est fortement bouleversée par ces changements qui viennent changer en profondeur la manière dont on travaille. Un manager aujourd'hui, évidemment, devrait maîtriser l'IA pour lui-même, avant de pouvoir peut-être le partager à ses équipes, ou tu juges qu'il serait indispensable d'avoir un expert autant pour le manager que pour les équipes? Ouais, c'est à tous les niveaux, à toutes les strates. Généralement, quand on fait de la gestion du changement, c'est plutôt du ruissellement. Donc, ça part d'en haut, on donne l'exemple et ensuite les équipes l'appliquent. Mais ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le shadow IA, donc un peu sous le bureau, chacun sur son téléphone. Au ministère des Armées qu'on accompagne, c'était une problématique. Eux, ils ont décidé de dire stop, on arrête tout, on fait l'IA maison. Voilà. Et ça vient de la direction. Il faut mettre des moyens en place pour se dire il y a une intelligence artificielle qu'on va utiliser dans l'entreprise, dans un cadre sécurisé. Donc là, il y a un côté éthique, mais là, c'est surtout sur la sécurisation des données qu'on vient mettre. Et ça, il y a besoin de la direction générale pour insuffler cette dynamique-là. Donc ça doit partir du haut, bien qu'il y ait des collaborateurs qui l'utilisent déjà. C'est ça. Et c'est là où il y a des failles de sécurité, il y a de la confidentialité, du RGPD qui... pas forcément terrible quand on fait ça. Donc il y a un usage qui vient du bas, mais qui doit être encadré par le haut. Quelles questions les managers te posent le plus aujourd'hui? En fait, il y a plein de gens, moi j'ai bien aimé l'image, c'était à la Maïf, j'avais accompagné, ils me disaient j'ai l'impression d'avoir un Caterpillar sur mon parking, mais j'ose pas y toucher. Voilà, je vais tout casser, moi je vais pas m'en servir, donc je sais pas trop comment ça marche. Et c'est un petit peu ça, j'ai l'impression d'avoir un truc assez puissant, mais c'est quoi mes cas d'usage concrets? Sur quoi dans mon travail aujourd'hui ça peut m'être utile? Et c'est de trouver ces éléments-là où on va faire gagner du temps, des tâches chronophages, mais c'est dur de changer ses habitudes quand on est dedans. Et donc, il y a une machine qui est là, j'ose pas trop y toucher, et quels sont ces usages-là? Le deuxième, c'est pour des gens qui sont un peu plus avancés, qui ont déjà compris les usages et qui l'intègrent dans leur quotidien. C'est comment je peux faire un pas de plus et comment automatiser certaines tâches. Donc, plutôt que de refaire du copier-coller ou redemander à ChatGPT, il y a des outils qui existent et qui peuvent devenir des petits agents. Moi, j'aime bien parler de mon petit stagiaire. Voilà, c'est des gens que je vais encadrer, je vais briefer, qui vont faire des tâches et que je vais contrôler. D'accord, ok. Donc, des micro-agents, c'est ça? C'est exactement ça. On peut avoir une galaxie de micro-agents. Ok. Donc là, il faut quand même une maîtrise avancée. Ouais. C'est quoi aujourd'hui avancé? C'est 1 mois, c'est 6 mois, c'est 2 ans? En fait, ça dépend de la fréquence. Ça fait 1 an ou 2 ans, peu importe si c'est quelqu'un qui a compris l'intérêt, qui l'a déjà intégré dans sa pratique et qui voit les limites et qui a envie d'aller encore plus loin, c'est le moment de passer à l'étape d'après. Mais effectivement, on ne peut pas faire l'automatisation si on n'a pas commencé d'aller prompter, de savoir comment on fait ses requêtes, comment on crée ses premiers GPTs, par exemple. D'accord, ok. Dans ce cas, pour toi, aujourd'hui, est-ce que si j'utilise une IA, que ce soit ChatGPT, Claude, Perplexity, tous les jours, est-ce que je peux me revendiquer experte? En fait, c'est la différence entre la fréquence d'usage
ce qu'on va faire sur cette répétition, mais comme si on joue au tennis tous les jours et qu'on fait des mauvais services, on ne sera jamais un bon joueur, même si on y joue tous les jours. Donc là, c'est la fréquence, et l'autre, c'est la profondeur d'usage. Et comment je fais correctement mon service, j'applique le bon geste ou je fais mes gammes pour un pianiste, c'est la même chose. Et donc effectivement, c'est pas corrélé, on peut faire plein de choses mal dès le début et se dire ah oui mais il répond toujours à côté mal de la plaque et je dois recommencer et voilà, tous les jours refaire la même chose. Et finalement, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose parce qu'on pourrait le faire bien du premier coup. Donc c'est d'apprendre à comment bien prompter, ça c'est la base qui permet ensuite d'aller trouver d'autres cas d'usage. Est-ce que tu as d'autres mythes que l'on vient t'apporter à intervalles réguliers que tu aimerais déconstruire ici? Ouais, carrément. Le premier, c'est, j'entends souvent dire l'IA, c'est pour les informaticiens, c'est pour les techniciens, c'est pour la DSI, alors que pas du tout. En fait, si vous savez parler, vous savez écrire, vous savez prompter. Il faut ordonner ces mots dans un certain sens, comme on fait dans la syntaxe. Il y a une syntaxe d'IA qui s'apprend. Le deuxième, c'est j'utilise déjà ChatGPT, donc je suis déjà un expert. Donc on vient de le dire juste avant, non, en fait ça dépend comment on le fait. Et puis l'autre, c'est de se dire en fait les formations c'est trop court ou des coachings c'est trop court, c'est pas avec ça que je vais progresser. Et en fait c'est d'initier un premier pas. Oui. Et c'est de lutter contre cette paralysie du premier pas où on se dit j'ai un petit peu peur et c'est mieux que rien de faire un petit test et de se dire ah ouais ça marche bien. Il y a quelqu'un qui m'avait dit par exemple on faisait un prompt pour entreprise et lui m'a demandé la recette du tiramisu. Super, pourquoi pas, super, on voit que ça répond et on continue la conversation, donc ça initie une démarche et après les idées viennent en marchant. Tu nous parlais tout à l'heure du coup de la profondeur d'usage et de ce distinguo entre les juniors qui peuvent faire un premier pas, les seniors qui peuvent faire un premier pas. Quelle serait concrètement la méthode que tu nous conseillerais d'adopter en tant que junior ou en tant que senior pour faire ce premier pas? En fait, tout part du prompt, c'est vraiment l'étincelle de départ où on va soit avoir un prompt niveau junior où on va expliquer, moi j'aime bien dire agis comme, vous commencez toujours par agis comme, déjà sur le clavier on écrit agis comme l'expert mondial de tel sujet, donc ça initie un peu le costume, on va donner ce costume allié avec qui on a envie de s'adresser, comme si on avait la chance de s'adresser à l'expert mondial du sujet. Donc ça, c'est les systèmes de prompt simples. Et après, on peut aller sur des prompts beaucoup plus complexes ou même demander à l'IA de nous faire le prompt et d'aller améliorer cette pertinence de réponse en travaillant sur la pertinence de la question. D'accord. Donc, le premier pas pour un junior, ce serait de connaître les méthodes de prompting, c'est ça ? Ouais, de prompting basique. Et ça, il y en a beaucoup ou il y en a qui font unanimité ? Ouais, les frameworks, nous, on utilise le framework actif. Donc, c'est un moyen mémotechnique, on dit 5 doigts de la main, pour action. Donc, qu'est-ce que je veux que tu fasses ? Tonalité, identité, qui tu es, le fameux costume. Donc, action, tonalité, identité, contexte et format. On se dire quel est mon contexte, et là on raconte un peu sa vie, et le format attendu, un article de blog, un post LinkedIn, peu importe, en fait on va demander aussi ce qu'on veut, et c'est vraiment un exercice intellectuel, de savoir ce qu'on veut, et pour ça je parlais du stagiaire, parce que c'est un brief qu'on vient donner à quelqu'un, et plus on va être clair dans son brief, plus la réponse va être pertinente. Et après on a des promptings beaucoup plus avancés, on vient rajouter des documents, on vient rajouter des éléments de contexte encore plus détaillés, et après on peut enregistrer ça dans un GPT pour qu'il soit toujours là-dedans. Donc on parlait des petits agents, ça peut être ça. D'accord, ok. De l'enregistrer. Donc c'est modéliser quelque chose, une requête que tu fais fréquemment. C'est ça, et ça fait gagner du temps aussi sur ça. D'accord. Aujourd'hui, toi, si tu devais nous partager un peu la méthode avec laquelle tu vas nous accompagner, ce serait quoi ? Ça ressemble à quoi ? Alors nous, on a vraiment envie d'être dans l'efficacité et pas de jargon, pas de blabla inutile, d'aller vraiment sur des choses très opérationnelles. Le but, c'est qu'à la fin de ces 2 heures, ils ressortent avec des choses activables dès l'heure d'après. C'est pas de la grande théorie, on ne va pas rentrer dans la théorie des modèles d'IA, etc. On n'est pas là pour décortiquer le comment ça marche, on veut que ça marche. Et d'aller trouver ces cas d'usage précis, donc de rentrer sur, par exemple, un compte-rendu de réunion. Ça, c'est des choses, ça touche tout le monde. De faire de la veille, là aussi, c'est des cas d'usage où on fait aussi ces sujets. Donc d'avoir des choses très opérationnelles, très concrètes, où on vient, c'est pas soulever le capot pour regarder comment ça marche, mais plutôt d'être sur l'efficacité opérationnelle. À ce compte-là, il faut avoir du coup une segmentation, c'est-à-dire que les marketeurs ou que les commerciaux qui font ton module en même temps, ou bien est-ce qu'on peut mixer les... Non, on peut mixer. Après, c'est plutôt par niveau.
C'est de dire on commence par tous les gens qui sont plutôt débutants, qui ont un petit peu peur ou qui ont envie de faire une initiation, et après des gens qui l'ont déjà intégré dans leur métier. Et après, trouver des cas d'usage qui soient transverses. En fonction des gens qui sont autour de la table, on trouvera des cas d'usage. D'accord. Donc on trouve le cas d'usage, on l'identifie avant. Ouais. Ça, c'est ta recommandation. Exactement. Et derrière, toi, tu nous accompagnes à pas le décortiquer, mais à le mettre en prompting ou en agent. C'est exactement ça. C'est de venir avec ces problématiques, donc de réfléchir avant sur comment je pourrais gagner du temps, comment je pourrais être plus efficace. Et ensuite, moi, je vous accompagne pour le mettre en musique. D'accord. Et au niveau des seniors, par exemple, si j'ai déjà l'habitude de prompter un petit peu ou d'utiliser une méthode synonyme à la tienne, qu'est-ce que tu conseillerais comme point d'entrée ? C'est de regarder aussi les gains d'efficacité, de rechercher le retour sur investissement. Donc d'aller regarder sa stratégie et dans son équipe aussi au niveau de ses collaborateurs, d'être un peu l'ambassadeur de l'IA. Si je suis avancé, je peux aussi porter la bonne parole auprès de mes équipes et de chercher des gains d'efficacité, de productivité, de mesurer là aussi ces gains de productivité en appliquant certains automatismes, certaines automatisations sur des connexions entre différents logiciels métiers qui par définition, ne parlent pas les uns avec les autres. Donc de faire ces ponts, ces branchements entre son CRM, son ERP, enfin, sans rentrer dans des jargons très techniques, mais... C'est mettre en réseau, voilà, c'est ça. Mettre en réseau ces différents logiciels. D'accord, et d'automatiser ça. Donc c'est faire se parler, c'est ça, par exemple c'est exactement ça. Mes données clients avec la manière dont je fais des posts. C'est exactement ça. C'est de préparer tous ces outils métiers qui sont un peu en silo et de créer des jonctions, ça s'appelle des API, donc des prises sur lesquelles on vient brancher de tel logiciel vers tel logiciel. D'accord. On parle beaucoup du coup des différentes performances aujourd'hui et des outils un peu leaders. Quelle est ta position par rapport à ça ? C'est vrai que ChatGPT a dominé le marché au début, il a ouvert ce marché à l'époque, mais il y a Claude aujourd'hui qui arrive très très fort, Gemini aussi sur Google qui était complètement à la ramasse jusqu'à l'été dernier, et puis depuis septembre ils sont revenus vraiment très très fort avec des modèles aussi très larges. Ça s'appelle la fenêtre de contexte, pour résumer, c'est que pendant longtemps, ChatGPT, au bout de 10 pages de pièces jointes, il était perdu, quoi. Saturé. Et là, Gemini, c'est 1500 pages. Donc, on peut lui mettre des grosses pièces jointes pour aller lire des rapports, faire des synthèses de gros documents, ou même d'aller interroger des gros documents. Par exemple, chez Engie, eux, ils ont des problématiques sur des grosses documentations techniques où c'est écrit, par exemple, sur des chauffages code erreur 40. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait chercher le manuel et aller page 212, c'est quoi erreur 40 quoi. Là, on fait des bases de données virtuelles, donc ça s'appelle des RAG, où on vient mettre tous ces documents-là et on chatte avec le document. On dit, j'ai écrit erreur 40 et hop, automatiquement, c'est le chatbot qui nous répond dans cette fenêtre de contexte. Il ne va pas inventer tout ce qui est les hallucinations qu'on peut voir sur ChatGPT, mais sur ce document-là. Donc c'est ton corpus de connaissances que tu lui donnes. C'est ça. Et lui te répond selon ça. Et là, Gemini, il est très fort pour ça, jusqu'à 1500 pages. D'accord. Claude, il est très fort, c'est pour l'analyse de tableaux, de données aussi chiffrées. Là, il sait très bien extraire les données, en faire des synthèses. Et il y a aussi des plugins qui existent pour l'intégrer directement dans Excel ou dans PowerPoint. D'accord, donc connecter et faire ta présentation in fine. C'est ça. D'accord. Si tu devais du coup conseiller par rapport à ces fameux points d'entrée, toujours sur les juniors et les seniors, l'usage d'un outil plutôt qu'un autre, est-ce que tu aurais tendance à en choisir un ou bien à avoir un niveau moyen sur plusieurs ? De toute façon, il faut choisir parce que c'est des logiciels payants et on ne peut pas avoir les licences pour tous ces salariés sur tous les logiciels. En ce moment, Claude domine le marché, mais c'est pareil, c'est que demain, peut-être ChatGPT va revenir ou Gemini va revenir aussi. Donc en fait, c'est de se décider. Voilà, et Claude va continuer à évoluer lui aussi. Donc c'est toujours, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Claude aujourd'hui fait vraiment consensus pour l'écriture. Quand vous devez faire du rédactionnel, par exemple des posts sur LinkedIn, des articles pour les réseaux sociaux, Claude, il est vraiment au-dessus. Et il y a ces plugins aussi, je vous disais, pour les Excel et PowerPoint. Il ne fait pas d'images. Il fait pas d'image. Il fait pas d'image. Donc Gemini, lui, il fait des images. Donc là aussi, c'est en fonction des besoins des différents services. Il va dire service rédaction, ils vont faire du Claude. Et puis un autre service, lui, va prendre plutôt un Gemini qui s'appelle le modèle Nano Banana, qui fait des très belles images. Et si j'ai un compte uniquement gratuit, tu peux quand même me donner quand même des premiers éléments ou... Alors là, tu vas me faire bondir de ma chaise parce que je ne veux pas entendre parler de gratuit en entreprise. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ah oui. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire que tout ce qu'on va lui donner, ça sert à enrichir son modèle et ça peut ressortir après. Ça s'est déjà vu sur du ChatGPT gratuit. Il y avait un entrepreneur qui avait dit voilà ma grille de prix, est-ce que je suis correct sur le marché, donne-moi des ajustements.
Ok, pas de souci, l'IA vous fait ça. Sauf que cette grille de prix, elle est ressortie sur Internet, Aïe, aïe, aïe. en public. Donc, confidentialité. 0. Voilà, Ok. confidentialité. Si vous voulez de la confidentialité, vous allez sur les modèles payants. Donc, modèle payant obligatoire. Si tu avais un petit exercice que tu pouvais nous partager pour nous mettre dedans, ce Ouais. serait quoi? Ah, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est vraiment très pratique, j'invite à le faire, c'est d'aller sur, normalement c'est peut-être ChatGPT que les gens utilisent le plus, donc de lui demander, agis comme un coach, et par rapport à tout ce que tu connais sur moi, donne-moi 3 critères d'amélioration, et soit sans concession. Parce qu'il y a toujours tendance un peu à enjoliver et à être sympa. Le sans concession, ça va enlever ça. Et puis par rapport à tout ce que tu connais sur moi, il a emmagasiné de la connaissance depuis pas mal d'années où on s'en sert. Il commence à nous connaître et il connaît un peu nos défauts aussi. Donc il joue un peu ce sparring partner pour aller chercher des petites choses qui grattent et qui peuvent nous faire évoluer. Ouais, intéressant. Ok. Il va s'adapter dans le ton, ou si tu lui demandes, ou bien sur la base de ton historique? Alors oui, effectivement, si je lui dis sans concession, il va être sans concession. Donc c'est un peu cash. Ah ouais. Et c'est assez surprenant la façon dont il nous parle. Ça va changer d'habitude où il est très... il arrondit les angles. Et moi, quand je l'ai fait, c'était surprenant. Surprenant. Ouais. Et sur des publics qui ont vraiment un niveau supérieur, est-ce que tu aurais aussi un petit tips à leur partager éventuellement? Ouais, ça c'est d'aller sur iStudio. Donc ça c'est l'IA de Google. C'est mon chouchou en ce moment. C'est en fait de développer ses propres outils métiers. Plutôt que d'aller faire appel à des SS2I ou d'attendre un an le développement, c'est de dire j'ai besoin de ça. Je fais mon prompt, donc on a vu avec la méthode du super prompting, pour demander à faire ce programme. Et en fait, c'est le métier de développeur aujourd'hui qui est en train de s'effondrer parce que l'IA code. L'IA fait du texte. Donc du code, c'est du texte. Et iStudio de Google est une plateforme qui va coder et surtout qui va vous montrer votre code. Pardon, vous voyez le code, le code, mais aussi le rendu de ce code, donc l'interface graphique, et il vient l'héberger. Donc il fait tout à partir de ce prompt. Incroyable. Comment tu as dit l'outil? iStudio. iStudio, ok. Google iStudio. Et si tu devais aujourd'hui, du coup, nous dire, toi, personnellement, les plus grands cas d'usage pour lesquels les managers te sollicitent, ce serait quoi? Alors oui, ça dépend type d'entreprise. Nous, on a beaucoup de chatbots, de faire des chatbots du service client. Alors, service client final, et après, il y a aussi des chatbots internes. Donc des chatbots quand il y a beaucoup de documentation, on a du SharePoint, je pense, dans tous les sens, et les gens s'y perdent. Surtout l'organisation, ça a été fait par celui qui a voulu classifier, mais qui n'est pas la même façon dont celui qui va s'en servir. Donc on est en train de faire des gros modèles, donc ces fameux RAG, je dis ces bases de données vectorielles, où on vient mettre ces grands lacs de données, et avec un système de chatbot, d'aller chercher la pertinence dans un corpus documentaire choisi. Donc, tu dirais que l'utilité et l'usage principal, c'est vraiment sur la partie process pour l'IA, ou bien est-ce que ça peut aussi venir toucher ou solutionner des sujets de l'ordre du relationnel? Ouais, ça c'est une vraie question aussi, c'est de conserver le lien humain. Et ça, c'est un peu la ligne qu'on a, en tout cas moi que j'essaye de transmettre, c'est qu'à un moment donné, si on tire le fil, on va tout automatiser. Et quid de l'humain dans tout ça? Qu'est-ce qu'on devient? Et en fait, ça questionne aussi les soft skills. Ça fait lien aussi avec l'autre chrono aussi qui est proposé. Je pense qu'on n'aura jamais autant besoin de développer ces soft skills à l'ère de l'IA. Puisque oui, il y a plein de choses qui vont être automatisées, mais finalement, c'est une bonne nouvelle. C'est plein de trucs qui nous embêtaient ou qu'on trouvait ça pas très intéressant et chronophage. Mais si on tire le fil, on automatise tout ça, c'est les rapports humains, le côté chaleureux d'être ensemble et de faire des projets ensemble, de faire fonctionner son cerveau encore, malgré qu'on soit à l'ère de l'IA, qui va nous aider à le solutionner, à le faire, comme je vous disais tout à l'heure, des plateformes qui vont faire le logiciel dont on a pensé, dont on a rêvé. Oui, ça va être fait. Mais la partie créative, l'IA ne la fait pas. C'est notre réflexion, notre travail de conception, rédaction en amont qui va briefer notre exécutant. Donc tu dirais que la compétence, c'est plutôt la capacité à organiser les projets, à driver des projets qui relèvent de l'hybride aujourd'hui, ou plutôt de l'intelligence collective? Ouais, c'est vraiment tout ça. C'est à la fois, oui, parce qu'on est en intelligence collective entre humains, entre différents services. Voilà, on va plus vite, plus loin ensemble et plus tout seul. Mais effectivement, on a des idées. Là, on travaille à un projet, ça me fait penser avec la gendarmerie nationale, on développe de l'enquête augmentée.
Donc eux, ils ont plus de 700 pièces parfois dans des dossiers. Il faut trouver la petite aiguille dans la botte de foin. Donc là, si on fait cette grosse base dont je vous parlais, ça peut aider. Mais en même temps, il y a des métiers, par exemple la criminologie, qui va être là de dire « Ah oui, non, mais ça serait mieux qu'on fasse comme ça. Nous, on va développer l'application. Les timelines sont différentes. » Donc chacun apporte son expertise. Donc vraiment une intelligence collective et collaborative. Et en même temps, on est hybride parce qu'on se base aussi sur l'IA pour nous aider à résoudre l'enquête. Là, tu soulèves l'importance de l'esprit critique dans tout ça. Ben absolument. Ouais. C'est-à-dire comment l'IA va nous manipuler quelque part si on n'a pas ce recul nécessaire. Cette prise de recul, elle est indispensable. Et si on prend argent comptant ce que nous dit l'IA, on est tous des génies, on est tous parfaits. Et en ce moment, on voit des effondrements de sociétés aux États-Unis. On dit pourquoi il y a plein de boîtes qui se cassent la gueule? Mais en fait, c'est parce que c'est des boîtes qui ont été créées il y a 1 an ou 2 ans quand ChatGPT est sorti. Et on avait l'impression qu'on était maître du monde. Et il nous a toujours dit, vous êtes le plus beau, le plus fort, votre idée est incroyable. Donc les gens, ils ont foncé tête baissée. Mais non, il n'y avait pas de réalité business, il n'y avait pas ce recul. Et on a cru, on a pris bêtement sur parole ces IA. Oui, et qu'en fait, leur but à eux, c'est de nous faire rester. C'est exactement ça, c'est notre capacité d'attention, de continuer à toujours rendre accro à ces plateformes-là. Ouais. D'accord. Y a-t-il des points de vigilance, toi, que sur lesquels tu aimerais nous alerter, ou des erreurs fréquentes? Ouais, en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait en fil rouge. Ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Et la grosse erreur, c'est de partir direct tête baissée sur une IA quelle qu'elle soit et d'attendre la meilleure réponse possible. Non, on fait un travail d'avant. Moi, j'aimais bien, c'était en secourisme, après on dit « fais l'avion ». Ouais, fais l'avion. Tu ne te précipites pas sur la scène s'il y a quelqu'un qui se fait électrocuter, heureusement que tu as fait l'avion, parce que sinon tu te serais fait électrocuter aussi. C'est la même chose avec une IA. C'est un outil. Et c'est peut-être même pas le meilleur outil. Des fois, c'est d'aller voir ses collègues ou de discuter ensemble ou de réfléchir. Mais de prendre ce temps de maturer son idée. Et le gros risque, c'est d'être trop rapide dessus et d'avoir une mauvaise réponse et ensuite de se baser sur cette mauvaise réponse qui va faire en cascade des mauvais résultats. Donc de bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment et de faire un travail de clarification de sa pensée. Et c'est ça l'art du prompt, en fait, c'est de chercher à aller, mais au fond, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est un travail intellectuel, en fait. Et qui s'apprend, du coup. Oui, voilà, exactement. Ouais. On s'apprend quand on se parle, ou quand on réfléchit, ou quand on briefe une agence, ou on briefe un collègue. On fait ce travail-là. L'art du cadrage, donc. Complètement. Et on a tendance à l'oublier quand on est face à une machine qui un peu nous attend et qui est là 24 heures sur 24. Donc ça nous précipite et ça nous enlève ce temps de réflexion. Qu'est-ce que toi, tu as dû désapprendre pour pouvoir monter en puissance dans ton usage? En fait, c'est que la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. Et quand on vient dire « fais-moi un email », c'est magique, ça fait l'email. Sauf qu'il est tout pourri. Voilà. Et si on ne respecte pas son contexte, qui en est son entité, la déclaration de son entreprise, etc., ça va faire des réponses où on a tendance parfois à aller trop vite, à faire un copier-coller malheureux et que ça parte comme ça. Et c'est qu'après coup on dit « Ah, mais si j'avais relu, si j'avais pris un petit peu de temps. » Ça nous pousse, quand on dit développer sa productivité, oui, c'est vrai que ça développe sa productivité, mais ça nous inhibe notre sens critique. Et moi, l'erreur parfois que je fais, c'est d'aller trop vite sur ces copier-coller-là sans relire. D'accord, faire l'avion. Exactement, on a gardé cette idée, c'est exactement ça. À ton sens, faut-il impérativement avoir une charte d'usage IA avant d'initier les collaborateurs à ça, ou est-ce qu'elle peut se construire au fur et à mesure? C'est ça, en fait c'est une vraie question parce que en fait on a déjà l'IA qui est en place, donc je parlais du Shadow IA, ils sont déjà partis tête baissée les gens. Donc c'est un peu rattraper les wagons alors que c'est déjà parti bien en avant. Et en fait généralement cette charte IA elle s'intègre dans la charte informatique. Il y a déjà une charte informatique sur les usages de Internet, des choses comme ça au sens large. Donc c'est, on va dire, une annexe à cette charte informatique qui existe déjà dans les entreprises. Et plutôt que de chercher à l'interdire, parce que ça ne marche pas, les gens le feront sous le manteau, c'est d'aller chercher des IA les plus souveraines possibles et les plus sécurisées possibles. Donc déjà, on l'a dit, on arrête les IA gratuites. Et après, c'est possible aussi d'intégrer des IA dans son entreprise qui ne sortent pas de nos murs. Ça, c'est tout à fait. Il y a Skillbox, par exemple, qui fait ça. C'est même des IA qui peuvent être installées sur les postes, gratuitement. Des modèles open source, où vous pouvez couper Internet, vous allez avoir un chatbot sur votre PC. Et là, vous pouvez mettre des données... Sans connexion. Sans connexion. Voilà. Et donc, il n'y a rien qui sort, et là, vous êtes en super autonomie et en belle confidentialité. Ou une autre solution, c'est d'installer ça sur un serveur dans l'entreprise et que tout reste dans les locaux de l'entreprise. En tout cas, ça mérite réflexion, du coup, avant de s'y
de s'y atteler. C'est ça, c'est de ne pas partir tête baissée là-dedans. Ouais. Toi, tu nous conseilles, avant de faire la formation, la chrono, 2 heures dans lesquelles tu vas nous accompagner. Qu'est-ce que tu peux nous promettre et qu'est-ce que tu refuses de promettre? Moi, je ne vais pas vous dire que ça va complètement révolutionner votre entreprise. Ça, c'est pas vrai. C'est aussi un outil. Donc, ouais, ça, ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est pas l'outil magique qui vient tout révolutionner. S'il y a des problèmes d'organisation, de management, là, il y est pour rien. Donc, c'est sûr, il n'y a pas d'éléments comme ça. Par contre, vous allez apprendre à mieux prompter, ça c'est sûr, et vous allez apprendre, ça c'est certain, à gagner, ça c'est mon engagement, à gagner 1 heure par semaine. En fait, 1 heure par semaine, c'est très facile. C'est 15 minutes par-ci, par-là, un email, ça va vous le faire. On pourrait même pousser jusqu'à 1 heure par jour, ça c'est ce que nous dit le MIT. 1 heure par jour, donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que vendredi midi, on a fini sa semaine, globalement. Mais en fait, non, c'est qu'on va faire plus de choses, on va être plus efficace. Et si on tire le fil, ça fait un 13e mois de travailler en productivité, en efficacité. Donc, on va être libéré des tâches chronophages et le manager va être content aussi, puisqu'on va pouvoir faire plus de choses. Alors, à la phrase « l'IA menace nos emplois », qu'est-ce que tu réponds? Certains oui, certains non. Comme je disais, les vendeurs de bougies, quand l'électricité est arrivée, il n'y en a plus. Le maréchal Ferrand, il n'y en a plus. C'est Schumpeter qui nous dit le chaos permanent. Il y a des métiers qui disparaissent et il y en a des nouveaux qui apparaissent. En tout cas, c'était un patron d'une grosse boîte espagnole qui disait « les premiers à dégager, ce seront ceux qui ne seront pas promptés ». Donc, c'est en fait une compétence. C'est une compétence attendue aujourd'hui. Comme faire du Excel, c'est une compétence. Presque un prérequis aujourd'hui. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, c'est un avantage. Dans un an, ce sera un prérequis. À quoi s'attendre justement pour l'année prochaine, en 2027 ? Je pense bien malin celui qui se risquerait à dire ça. Je pense que le côté agentique, là on voit open-cloud, peut-être ça va parler à certaines personnes, c'est des modèles d'IA qui viennent faire cette constellation de petites IA qui font des travails en parallèle. C'est pas l'un après l'autre, le côté cadencé dont on dit je prends mon ERP, ça part en CRM, etc. On était très linéaire. Là, c'est chacun en parallèle et on regroupe le travail de chacun. C'est du travail d'équipe de robots ? C'est exactement ça. On a fait le salon il y a Web3 il y a 2 ans. On avait Denis Rothman qui était venu nous parler. Donc, c'est un grand monsieur de l'IA. Lui, il a 30 robots qui travaillent en permanence pour lui et il développe des logiciels extrêmement rapidement parce qu'il y en a un qui code, un autre qui fait le brief, un autre qui vient hacker le code de l'autre, l'autre fait le chef de projet, l'autre le financier pour regarder combien tout ça a coûté. Ça fait les factures, tout ça tourne tout seul. Ouais. Donc, ça, c'est des grosses évolutions. Et 2026, 2027, je pense que ça va encore aller de façon exponentielle. Ouais, j'imagine. Si on en revient à cette fameuse chrono de 2 heures pour toi, à la fin de ces 2 heures, avec quoi on est sûr de pouvoir repartir et dans quel cas il est mieux de l'adjoindre à une journée de pratique, de vraie facilitation? Alors vous allez repartir avec votre cadrage de prompting, ça c'est sûr, et surtout c'est un premier pas pour aller sur la formation. On initie cette démarche. Et derrière, ça vaut le coup de passer une journée pour regarder ces process et d'être dans de l'applicatif métier, comme je vous le disais, donc de venir avec des problématiques et d'être encadré pour encore plus avancer et de faire d'améliorer ces tâches chiantes, clairement, où ça nous saoule de les faire. L'IA peut le faire pour nous. On peut se concentrer sur des choses un peu plus intellectuelles, un peu plus valeur ajoutée. Plus valeur ajoutée. Après, j'aime pas dire aussi ça vient travailler sur les tâches les plus intellectuelles, parce que des fois, c'est bien de faire un peu de tâches pas trop intellectuelles. Mais en tout cas, d'avoir une aide extérieure. Et on est toujours dans l'ère du toujours plus vite. Là, c'est en fait toujours plus cool. Toujours plus cool. Ouais. On a des IA qui sont là, qui travaillent pour nous et de prendre cette posture un peu tour de contrôle. Mon stagiaire qui a travaillé, il m'amène sa fiche, dire c'est bien, non, retravaille ça, etc. Donc on n'est plus dans le faire, mais on est dans la supervision et l'orchestration de ces agents. Ouais, c'est un autre niveau de compétence. Ouais, c'est ça. Mais ça pousse à l'expertise. Ouais, c'est ça. Ça nous pousse à l'expertise. Une gymnastique à acquérir, finalement. C'est ça. En fait, moi je dis souvent, c'est qu'on est dans la posture un peu du directeur de thèse. Oui. Voilà. On a des thésards qui sont déjà à un très bon niveau, mais si j'ai pas le même niveau que mon thésard, il peut me raconter n'importe quoi. Bien sûr. Donc on doit être au-dessus et améliorer en fait sa seniorité dans son projet ou dans son expertise personnelle. Et sur les profils qui seraient un peu plus avancés, qu'est-ce que tu peux leur promettre finalement à l'issue d'une journée de facilitation, par exemple ? Ouais. Là, on va mettre en place des automatisations. Donc, on va aller plus loin sur la démarche d'intégration de ces API, donc ces branchements inter-services, inter-silos qui ne communiquaient pas les uns avec les autres, et d'apprendre à développer ses propres outils métiers. Des choses, en fait, on a toujours un peu tendance à se dire « Ah, j'aimerais bien si j'avais ça ». Stop,
Maintenant, c'est possible. Et je vais vous expliquer comment on le fait. Ok. Et avec Sam, on a choisi du coup que tu nous accompagnes donc, dans ce format vraiment groupe restreint, 3 à 6 personnes. Ouais. Pour toi, c'est le bon format ou est-ce qu'il est possible d'adresser de plus larges groupes ? En fait, le but, comme je dis, c'est un peu du coaching, d'aller vers de l'aide personnalisée sur ces problématiques. Donc, le groupe, il est très bien dans cette structure-là. Et après, c'est de faire ces personnes des évangélistes pour leurs équipes. Donc, des ambassadeurs eux-mêmes. Des ambassadeurs eux-mêmes, exactement. Ok. C'est ça. Donc, eux, ils montent en niveau, ils testent, ils se trompent, et c'est très bien, c'est le moment pour le faire. Et derrière, ils vont aller former leurs équipes et de montrer ce qu'ils ont appris. Donc, si je te suis bien, on a à peu près, 6 mois devant nous, c'est ça, en 2026, pour monter un peu en compétence sur le prompting et les agents, avant de devoir, en 2027, finalement, développer cette compétence de management d'équipe de robots, c'est ça ? C'est un peu ça. Et ça nous pousse aussi à nous former nous-mêmes. Devenir au-dessus de ces IA qui deviennent de plus en plus intelligentes au fur et à mesure du temps qui passe. Et aussi à savoir créer, d'être ce manager de robots, de petits agents qui vont travailler, collaborer les uns avec les autres. C'est surtout d'éviter qu'ils nous racontent n'importe quoi. Ouais. On a la chance de se retrouver bientôt, donc dans ces fameux formats 2 heures express, et puis pour ces journées de facilitation. Et quel public tu inviterais vraiment à se pencher sur ces formations ? On parle un peu d'ambassadeurs, des gens qui vont porter la parole, donc c'est du profil de manager, donc déjà d'être les premiers au courant de se former eux-mêmes pour former ensuite leurs équipes. Et en fait, je pense que c'est ouvert à toute personne qui ont un besoin d'aller chercher des outils qui améliorent leur productivité. Moi, j'avais une cliente, elle m'avait dit un truc sympa, c'était « je suis trop payé pour faire ça ». Voilà. Si vous avez des tâches chez vous qui disent « je suis trop payé pour faire ça », faites la formation. C'est le bon moment. Voilà, ok, super. Si tu devais nous adresser quelques ressources, si on veut approfondir entre-temps, tu nous orienterais sur quoi ? Moi, il y a mon livre de chevet depuis quelques années maintenant, c'est Disruption de Stéphane Mallard. Vraiment, je pense qu'il a tout compris. Il a fait le tour des startups en Chine et aux États-Unis et il annonçait ce qu'on vit aujourd'hui. Vraiment un peu lanceur d'alerte, on pourrait voir ça comme ça. Et puis il y a un autre livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps de PPC qui s'appelle « Réinventer son entreprise à l'ère de l'IA ». Et je pense que c'est clairement ce que cherchent à faire les managers aujourd'hui. Ok. Et une personne peut-être que tu aimerais entendre sur le podcast de Sam ? Ce serait qui sur cette thématique ? Moi, j'aimerais bien entendre mes clients, des gens qui sont venus faire les formations ou qu'on a accompagnés dans leur transformation. Des gens de chez Petit Bateau, on a pas mal de sujets chez eux et de voir concrètement quels sont les impacts et de faire du témoignage client, ça peut être intéressant. Oui, c'est sûr que ça aide à se projeter. Ouais. Super. Merci beaucoup, Samuel. C'est un plaisir, merci. Et on se retrouve sur le prochain épisode de Sam, le podcast avancé pour manager.